Donc maintenant, on va faire la transition justement avec les projets qui vont être collaboratifs. On va accueillir Nathalie Dupont, chef de projet à l'Université Paris-Est-Créteil, sur un projet qui s'appelle CoQNUM, un projet de recherche-action pour répondre aux défis de l'apprentissage inclusif de demain dans les métiers de la restauration. Vous voulez aller au pupitre ou... Vous voulez plusieurs micros? On va se le passer. Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci à la FF10 de nous permettre de présenter le projet CoQNUM. Alors, je me suis divisée en trois. Donc, moi, je suis Nathalie Dupont, la chef de projet pour CoQNUM, et avec Sandrine Salson, qui est ingénieure d'études sur le projet, et Marie-Thérèse El-Fakri, qui est doctorante sur le projet, nous allons vous présenter justement la proposition de CoQNUM. Ah oui, la zapette. Donc le projet CoQNUM, alors Cook pour restauration, on va dire, et puis NUM pour numérique. C'est un projet qui est lauréat de l'appel à projet DEFINUM et donc qui est financé pour déployer des propositions numériques pour faciliter l'accès à la formation des publics plutôt éloignés de l'emploi, ou on va dire des publics qui ne trouvent pas dans les modes de formation on va dire traditionnels tous les moyens de pouvoir acquérir les compétences ou de démontrer leurs compétences. Donc c'est un projet qui est porté par l'Université Paris-Est-Créteil et qui met en jeu différents partenaires, qui est financé également par le FIP et l'AGFIP, parce que l'idée, c'est que ces outils puissent plus tard, si on démontre leur impact positif, devenir des outils de compensation qui pourraient être financés pour les accompagnements dans les apprentissages. Et ce sont des outils qui ont été co-construits avec des organismes de formation qui accueillent des publics en situation de handicap. Alors aujourd'hui, on parle en particulier des troubles neurodéveloppementaux parce que c'est le thème de la journée, mais les outils sont conçus dans l'idée de l'accessibilité et de ce qui est utile aux uns peut être utile pour tous. Alors, ce qu'on développe là, ces outils, c'est un modèle. Donc, un modèle là qui est ciblé sur les métiers de la restauration, parce que c'est un secteur qui est aussi en manque de main-d'œuvre, qui n'est pas forcément valorisé. Et les publics qui travaillent, les personnes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur de la restauration ne sont pas forcément formées. Et ce qu'on veut démontrer à travers la proposition de ces outils, c'est qu'il est possible de se former, même si on est 10, même si on ne maîtrise pas complètement la langue française. Donc là, je parle des populations migrantes, par exemple, ou plein d'autres choses. Donc, on peut se former, on peut avoir accès à une qualification, à sa place dans le monde du travail. Et puis, on peut aussi avoir des parcours de formation qui peuvent aller de commis de cuisine jusqu'à manager chez Sodexo, par exemple. Ce projet, il
il est sur la restauration, mais la vocation en fait de Cookinum, c'est d'établir un modèle qui pourrait être après transféré au métier de la main, on va dire, partout où il y a du geste technique. Donc, les outils ont été élaborés par des spécialistes de différents secteurs, de l'innovation pédagogique, de l'insertion professionnelle, des métiers de la restauration, et puis, bien sûr, également des spécialistes de l'environnement numérique et de la réalité virtuelle. Et tous ces outils, comme j'ai déjà dit, ont été co-construits avec des centres de formation et ont été testés depuis le prototype jusqu'à l'outil pilote par des apprenants et des formateurs. Donc, l'idée, c'est de proposer une pédagogie inclusive, des outils qui vont venir compléter la palette d'outils des formateurs, avec un mot-clé, l'accessibilité. Donc, mes collègues vont vous donner des exemples juste après. Et on a conçu 4 briques numériques qui sont aujourd'hui disponibles à l'expérimentation. Et on est en train maintenant d'aller les déployer dans des lycées, des CFA, auprès de Greta, auprès également des AT, d'entreprises adaptées, et de tout organisme de formation qui forme dans les métiers de la restauration. Donc, on va avoir 2 tranches d'expérimentation de septembre de cette année jusqu'à juin de l'année prochaine et de septembre 2026 jusqu'à juin 2027. Et ce projet est accompagné d'une thèse pour modéliser la méthodologie de co-conception et également mesurer l'impact de l'utilisation de ces outils sur les parcours des apprenants et leur réussite dans l'acquisition des compétences. Donc enfin quand même les 4 briques numériques depuis le temps que j'en parle. Donc on a des caméras connectées. Alors ici, j'ai une caméra. Donc vous voyez, c'est les caméras GoPro, les caméras qu'on utilise dans le sport pour filmer le geste et puis retravailler les gestes des sportifs. Eh bien là, l'idée, c'est de fonctionner de la même manière. Je vous parlais des métiers de la main, donc c'est d'étudier, enfin de filmer en direct. Le formateur filme son geste et ça peut être projeté sur un écran dans le plateau technique et il peut ensuite reprendre le geste, mettre du ralenti, faire du zoom et le décrire auprès de ses apprenants. Une fois qu'il a filmé et qu'il a décrit et qu'il a travaillé, il peut utiliser une tablette qu'il peut mettre à disposition de l'apprenant pour lui faire répéter la séquence sur le plateau technique. Parce que, je ne sais pas, par exemple, comment on tient bien le couteau et comment on va couper, c'est un geste qui n'est pas mémorisé, mais du coup, je l'ai devant moi sur le plateau technique avec ma tablette, je peux reprendre le geste. On pourra également le retrouver sur un des autres outils, qui est l'application mobile. Donc, on va vous en parler plus en détail. Et puis, vous pouvez venir aussi sur notre stand pour... voilà, j'ai cru que je laissais tomber. Sur notre stand pour les essais. Et donc, là, dans cette application mobile, le formateur va pouvoir dispenser tout au long du parcours de formation de l'apprenant, des outils numériques qui seront pour toute la classe ou qui seront spécifiquement pour l'apprenant parce qu'il a des besoins particuliers. Et à côté de ça, on a également une web-série qui présente en 10 épisodes la vie socio-professionnelle de 5 apprentis. Et allié à tous ces épisodes, on a des rappels de tutoriels de cours ou des interviews et reportages de parcours inspirants.
Et enfin, on a aussi des capsules immersives, donc avec des casques de réalité virtuelle, pour travailler des sujets sous casque, comme la découverte d'une cuisine, ou alors des choses qu'on ne peut pas faire en plateau technique. Par exemple, comment je vais aller éteindre un feu d'huile. Donc ça, c'est sûr qu'on ne va pas le réaliser dans la cuisine pédagogique. On va le travailler autrement. Et donc maintenant, je laisse la parole à Marie-Thérèse qui va vous parler de l'accessibilité. Merci. Je peux prendre. Bonjour. Je continue sur l'accessibilité des outils. Je vais vous parler pourquoi on dit que c'est accessible, qu'est-ce qu'on a mis en place dans les outils. Déjà, Nathalie l'a dit, on parle de l'accessibilité numérique qui est indispensable pour certains, mais elle est utile pour tous. Les outils étaient co-construits avec les apprenants et les formateurs. Ici, vous voyez un écran de l'appli de la caméra, l'interface sur laquelle on va projeter ce qui se passe en direct, ce que le formateur il fait. Déjà, on a travaillé sur tout ce qui est contraste de couleurs pour l'application mobile à droite et pour l'interface de la caméra connectée. Et tous les contrastes étaient aussi testés avec les utilisateurs. On a eu beaucoup de retours, de remarques pour changer des couleurs même qui ne plaisaient pas. Ce n'était pas une question peut-être d'accessibilité. On privilégie beaucoup l'ajout d'images, de pictos, de vidéos. Il n'y a pas beaucoup de texte dans l'application, par exemple. Et s'il y a du texte, vous pouvez voir dans les deux, il y a des pictos qui accompagnent le texte. Et le texte, il est rédigé en Falc. Par exemple, les CGU, les résumés des épisodes de la web-série qui sont présentés sur la tablette. Il y a des résumés qui sont aussi traduits en Falc. C'est facile à lire et à comprendre. Il y a plusieurs spécificités du Falc qui sont mises en place, des phrases qui sont courtes, qui sont simples, avec du texte aéré, une taille de police, une police et une taille qui est appropriée. Okay. On a aussi laissé la possibilité d'avoir le mode sombre, de changer par exemple si un utilisateur il privilégie des couleurs spécifiques, il peut le faire. C'est très flexible et il y a la possibilité d'individualiser selon les besoins de la personne. Et on a par exemple, on propose plusieurs ressources dans l'application mobile, des ressources comme je l'avais dit, vidéo, avec les transcriptions de la vidéo, avec des sous-titrages pour qu'on a vraiment couvrir différents besoins. Et aussi, par exemple, ça c'est un exemple de fiche technique qu'on propose qui est aussi adapté pour les 10, avec l'écriture, les couleurs selon les syllabes. Et il y a aussi Nathalie qui a présenté l'idée d'offrir un outil support pour les formateurs, mais qui pourront aussi individualiser leur formation, leur pédagogie selon les besoins de leurs apprenants. Ou par exemple, s'il y a une ressource, par exemple cette ressource, s'il y a un enfant qui a besoin un élève plutôt, qui a besoin d'une ressource adaptée de ce type, il peut lui envoyer juste à lui avec l'application mobile et ne pas la transmettre à toute la classe. Merci. Donc, je vais poursuivre sur la thématique de l'accessibilité et particulièrement autour du lecteur qui a été choisi pour lire les vidéos dans l'application. Donc, c'est important dans un lecteur que l'utilisateur soit vraiment au centre de ses actions et de lui proposer ce qui est juste nécessaire pour ne pas le surcharger. Donc, il est
possible effectivement de reculer, d'avancer, d'effectuer un réglage fin du son, de pouvoir se situer dans la vidéo par un curseur. Il y a des miniatures qui peuvent suivre pour voir à peu près où on se trouve dans la vidéo. La vitesse de lecture, bien sûr. Et aujourd'hui, je voulais plus mettre le focus sur le travail qui a été effectué autour du sous-titrage. Nous n'avons pas souhaité que ce soit une IA qui travaille pour nous, parce que une IA ne va pas être précise, ne va pas vraiment réfléchir aux notions d'accessibilité. Et il y a tout un travail qui a été fait dans la transcription, par exemple, pour être grammaticalement correct, voilà, ne pas dire « je sais pas », mais « je ne sais pas ». Là, dans l'exemple, c'est « tu n'as pas l'impression », alors que quand l'acteur dans cet épisode, car il s'agit d'un extrait de l'épisode Top Chef, dit « t'as pas l'impression ». Voilà. Et plus spécifiquement, tout un lot de personnalisation de l'affichage des sous-titres sur les couleurs du texte, et notamment aussi la taille des caractères. Je pense que ce sont peut-être les deux caractéristiques qui sont le plus simples ou les plus nécessaires à modifier, et également les familles de police, donc avec sans empattement, avec chasse fixe, et voir aussi notamment des petites capitales. Et pour passer à la pratique, voilà comment ça peut être mis en place. La vidéo n'a pas de son volontairement, parce que c'était pour vous montrer le travail sur le sous-titrage et que je puisse commenter. Donc tous les boutons dont je vous ai parlé, le pouvoir se situer, de choisir le sous-titrage. Donc par défaut, le sous-titrage s'affiche de petite taille, blanc sur fond noir. Et on va voir que en sélectionnant simplement de paramétrage en cours de lecture, on peut l'ajuster selon ses besoins. Donc ici, on a choisi une couleur jaune sur fond noir. On a augmenté la taille des caractères. On peut travailler sur le contour du texte. Et on va choisir une police petite capitale. C'était pas uniquement à la... J'en montrerai un ensuite. Donc vraiment, en un clic, c'est facile justement d'ajuster. Si on s'est trompé, j'ai choisi la mauvaise famille de police pour être adaptée au 10. Donc je vais en choisir une autre. Merci. Voilà, si une question, oui. Voilà. Je vois pas la question. Bonjour, j'ai juste une petite question. Si, par exemple, l'apprenant était dyspraxique, est-ce que vous avez des vidéos qui seraient adaptées pour des gestes qui seraient adaptés à ce type de trouble? Alors, on n'a pas... Pour l'instant, on a une petite bibliothèque de vidéos et pas forcément des vidéos spécifiques. Mais l'idée, c'est justement de fournir les caméras aux formateurs qui vont adapter en fait en fonction du public qu'ils vont avoir en face d'eux.
Et là, aujourd'hui, on a et qui vont pouvoir, du coup, spécifiquement dans l'environnement d'apprentissage de la personne, avec les outils habituels et même la personne elle-même, ou même retravailler en feedback le geste avec la personne pour pouvoir lui redécrire. Donc ça, c'est à la main du formateur. Et aujourd'hui, on distribue les caméras, on fait l'apprentissage des formateurs pour qu'ils l'utilisent. Et puis nous, ensuite, on va mobiliser l'ensemble des établissements qui auront accepté de participer à l'expérimentation pour échanger des bonnes pratiques, pour échanger de la matière. Voilà. Donc, si vous êtes organisme de formation, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous êtes parent d'un enfant qui a besoin, ou d'un élève, ou d'un adulte qui a besoin d'adaptation dans un parcours en restauration, eh bien, vous pouvez toujours nous contacter et on contactera son établissement. Voilà. Merci. Merci bien. Bonne continuation.